Bonjour tout le monde. Sûrement vous vous êtes rendu compte que la crypto-monnaie c'est une sacrée jungle, il y a énormément de projets qui font la même chose. Alors je me suis dit que ce serait intéressant de faire des comparaisons de crypto-monnaies qui font justement la même chose, en gros qui cherchent à se concurrencer. Alors on va commencer par une comparaison entre Ethereum et EOS.io. Donc de comparaison, on va revoir brièvement qu'est-ce que c'est que Ethereum et qu'est-ce que c'est que EOS. Donc vous inquiétez pas, on a fait déjà des vidéos d'analyse, mais ici je vais faire un petit récap concrètement de ce que c'est que ces projets. Après le but ça va être vraiment de les comparer, il faut voir ça comme une analyse, mais une analyse qui les met en confrontation directement. Alors Ethereum c'est clairement une des crypto-monnaies les plus connues, ça a été proposé par Vitalik Buterin en 2013, puis la technologie, donc Ethereum a été mis en live en 2015. La vision d'Ethereum était d'apporter, vous avez sûrement déjà entendu le nom d'une différente manière, il y a certaines personnes qui l'appellent avec l'accent anglais, EOS, et il y a d'autres personnes qui l'appellent EOS.io. À mon avis, c'est la bonne terminologie, et normalement c'est EOS.io parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, leur projet eux-mêmes. L'origine de EOS, elle est plus difficile à définir début juin là, alors je crois pas que ça concrètement été mis en live pour l'instant, mais c'est en train de se faire en tout cas. Le chef exécutif du projet s'appelle Brendan Bloomer. Alors c'est pas forcément quelqu'un connu dans la cryptosphère en fait, puisque ses anciennes entreprises, donc c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il a monté les entreprises, il a commencé à 15 ans. Ces anciennes entreprises sont surtout en rapport à l'immobilier, en fait, sur l'investissement dans l'immobilier. Et il a monté une entreprise qui s'appelle OK.com, c'est un nom un peu marrant, je trouve, OK.com. Donc c'est une entreprise qui est basée à Hong Kong, c'est une sorte d'agence immobilière, donc avec un site web. Et puisque leur similarité elle est plutôt sur la vision, parce que techniquement ils sont très différents et on va voir dans leurs différences justement qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux projets. Alors dans les similarités, on retrouve la vision, puisque ces deux projets, Ethereum et EOS, visent à faire un système qui gère des programmes dans un réseau décentralisé grâce à de la crypto-monnaie. Pour EOS, la crypto-monnaie c'est EOS tout simplement, ou EOS à la française, et pour Ethereum, la crypto-monnaie c'est le Ether. Une autre similarité entre les deux projets, c'est que les deux sont gérés par un groupe à but non lucratif, EOS. Eh bien, on est sur ce qu'on appelle un Delegated Proof of Stake, qui est comme la Proof of Stake. Donc la Proof of Stake, le principe c'est que des gens qui détiennent des jetons, donc des EOS, peuvent voter pour des blocs futurs, et plus le votant possède des jetons, plus il a une probabilité de valider des blocs. Mais le Delegated Proof of Stake, c'est ce principe du Proof of Stake, plus la délégation par les utilisateurs de EOS. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de EOS peuvent voter pour leurs délégués, en fait, leurs représentants. Ces représentants, ça peut être n'importe qui a envie de postuler, donc il suffit de publier sur Internet qu'on a envie d'être dans le réseau de EOS pour produire des blocs, et ensuite les utilisateurs de EOS votent pour ces représentants. Le protocole EOS ne permet que 21 représentants, c'est très peu, ça veut dire qu'il y a 21 acteurs qui vont produire des blocs. D'ailleurs, je dis bien produire des blocs et pas miner des blocs, puisque c'est vrai que la notion elle est un peu différente. Finalement, ils font pas un travail pour produire ces blocs comme le minage. Le minage, c'est une sorte de travail fait par les ordinateurs. Pour iOS, il y a des représentants du coup qui produisent des blocs. Et d'ailleurs, ils sont récompensés pour la production de ces blocs. C'est important de le noter, comme j'ai dit aujourd'hui, Ethereum est sur une preuve de travail. Il compte passer sur une preuve d'enjeu, un proof of stake, ce que j'ai expliqué un peu avant. Avec une sorte de mélange proof of stake, proof of work, mais on ne sait pas exactement sur quoi ils vont aller, c'est encore en étude. Et cet algorithme-là, ils l'ont appelé Casper. EOS a une gestion des comptes très différente de ce qu'on peut voir sur Ethereum et même sur la grosse majorité qu'une personne qui peut avoir le compte Jonathan. Donc là, ça va être difficile, Jonathan, ça risque d'être pris assez vite. Mais c'est pas tout, EOS va vraiment loin dans la gestion des comptes. Une autre fonctionnalité, c'est une fonctionnalité qui permet de gérer les permissions d'un compte pour une application décentralisée. Imaginez, il y a un contrat et ce contrat peut définir des permissions pour chaque compte en fait. Ça offre un pouvoir largement augmenté. Alors sur Ethereum, par expérience, je peux vous dire qu'on peut le faire, mais il faut le développer soi-même. Du coup, c'est coûteux en temps et il peut y avoir des failles. Pour iOS, c'est directement intégré dans les fonctionnalités de base de iOS. Et enfin, toujours dans la gestion des comptes, EOS permet un système de récupération d'un compte. Admettons, vous avez un compte EOS, on vous le vole ou vous le perdez, eh bien vous serez capable de le récupérer grâce à un système du protocole EOS. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans Ethereum. Ethereum, c'est vraiment dans une idée laisser faire, c'est-à-dire que les gens gèrent leur truc, c'est comme leur coffre-fort. S'ils perdent leur adresse, ils avaient qu'à être prudents, ils ne peuvent pas la récupérer. EOS, c'est possible. Encore une fois, EOS va largement plus loin qu'Ethereum.
Alors Ethereum, on pourrait qualifier comme un système plutôt anarchiste, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de prévu pour, par exemple, mettre à jour le protocole ou par exemple, je ne sais pas, admettons, il y a un contrat intelligent qui pose problème au protocole, eh bien, il n'y a aucun moyen de casser ce contrat, de le supprimer. Personne n'a de contrôle sur ça, en fait, sauf le développeur du contrat s'il a mis une fonctionnalité pour s'autodétruire ou ce genre de choses. Eh bien, EOS, lui, par contre, il permet ce genre de choses. Donc, pour rappel, EOS, on est sur un protocole de preuve d'enjeu avec des représentants. Eh bien, ces représentants, ils peuvent voter, donc il faut qu'il y ait une majorité qui vote pour certaines fonctionnalités qui ont un certain contrôle sur le protocole. Une des fonctionnalités, par exemple, c'est le fait de pouvoir mettre à jour le protocole. Une autre fonctionnalité, c'est qu'ils peuvent bloquer des comptes, réellement bloquer des comptes. C'est-à-dire que s'il y a un compte qui a été relevé comme un peu frauduleux ou un compte qui essaye un peu de hacker le protocole, les représentants sont capables de littéralement bloquer un compte qui interagirait avec le protocole EOS.